Et tout de suite, vous avez ressenti qu'il fallait, que vous alliez chanter, que vous alliez devenir artiste, comédien, puisque comédien. Comédien, hein. La chanson, je connaissais pas. Ouais. Mon père était chanteur, mais c'était pas mon monde, la chanson, pas du tout même. L'écriture, pas du tout. C'était simplement, moi je voulais être comédien, eh bien j'ai raté. J'ai fait autre chose. Merci d'ailleurs Charles Aznavour d'être ici ce soir, parce que c'est vrai que vous parlez peu de vous. Écoutez, j'ai une vie calme, tranquille. Ce que j'aime, c'est travailler, surtout écrire. Je suis marié depuis, bon, ça va faire 45 ans, Ola et moi, sans histoire, sans problème, sans rien du tout. Alors on n'intéresse pas la grande presse, quoi. Enfin, la grande presse, cette certaine presse qui a pris une place importante. Alors, j'ai arrêté sur ce moment, je disais, de votre vie, parce que la rencontre avec Édith Piaf, c'est une rencontre déterminante. Déterminante. Un véritable Pygmalion pour vous. Qu'est-ce que vous diriez de cette amitié amoureuse, hein, vous l'avez définie comme ça. Automatiquement, c'est ce qu'on peut dire. D'ailleurs, c'est le terme que j'employais quand je parlais avec les Américains. Quand ils disaient « Piaf et vous », je disais « c'est de l'amitié amoureuse ». Et pour mieux l'expliquer, je disais « c'est moins que de l'amour et plus que de l'amitié ». On vous entend la vouvoyer. Elle a toujours voulu que je la tutoie, je n'ai jamais pu. J'avais beaucoup trop de respect pour elle, pour la tutoyer, mais elle me tutoyait. C'est vrai qu'il y avait entre vous des disputes absolument légendaires, Charles. Oh, elle m'a foutu à la porte. Enfin, elle m'a foutu à la porte à New York. C'est-à-dire? Elle m'a dit, tu prends le billet, tu t'en vas. Non, elle m'a dit, tu t'en vas. J'ai dit, j'ai pas de billet, je vais te le donner. Non, elle m'a donné le billet. Et j'ai pris le bateau. Et une fois sur le bateau, j'ai reçu un télégramme où elle disait, tu me manques déjà. Oh, mais ça c'est une déclaration d'amour, dites-moi, Charles. Mais on était comme ça. Si on n'était pas d'accord sur un film, sur une pièce de théâtre, sur une chanson, c'était la brisure, automatiquement. Et pourquoi elle vous a fait partir? Parce que j'avais aimé une pièce qu'elle n'avait pas aimée. Et je l'avais envoyée voir la pièce. Juste pour cela. Ah oui, c'était parce que... Non, mais en plus, c'est pas parce que c'était Édith Piaf et que je la voyais que j'étais pas têtu. J'étais têtu, elle l'était aussi. Alors... C'était le choc des grands, là. Hein. Alors, c'est une histoire qui a quand même commencé avec Édith Piaf de façon, moi, je trouve rocambolesque. C'est vrai que la première fois que vous l'avez rencontrée, vous lui avez dit « D'accord, mais alors combien ?» Oui. Et ça, c'est magnifique. Et elle m'a dit « Bougre de salaud !» Mais pour venir avec Édith Piaf, déjà des gens qui paieraient, et tu me demandes combien, ben, je dis « Faut bien que je vive. » C'est ce que vous dites, on avait faim. Hein, ben oui, ben, moi j'avais une femme et un enfant. Il fallait les nourrir. Alors, elle m'a dit, je dis, il y a une femme et un enfant, elle dit, quand on fait ce métier, on ne se marie pas, elle m'a dit. Mais cette archive est formidable parce qu'en même temps, vous êtes le seul artiste dans ce métier qui n'avait jamais eu de complexe avec l'argent. Et qui vous dites que le talent, finalement, a un prix. C'est cela? Je ne vis pas pour l'argent, je ne travaille pas pour l'argent. Mais j'aime gagner mon dû. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est deux choses différentes. Bon, pour un producteur, par exemple, il n'y a aucune raison que lui gagne plus que moi, sous prétexte qu'il est producteur, puisque c'est moi qui attire le monde. Voilà la question. Mais quand il faut faire des choses gratuites, je suis aussi un des premiers. Bien sûr. D'ailleurs, quand vous dites « mon dû hein, », je veux avoir mon dû, c'est quelque chose qui reste de l'enfance, Charles, ça, de venir d'un milieu pauvre. Peut-être pas. Peut-être qu'en devenant... Bon, je suis né à Paris, mais en devenant français, parce que je le suis devenu petit à petit, est-ce que je n'ai pas pris un petit peu le côté terroir? C'est mon dû. C'est plus français qu'arménien, mon dû. C'est ce que le paysan dirait. Oui. C'est ce qu'aurait dit Fernand Reynaud. C'est vrai. Est-ce que vous aviez, vous, la sensation, justement, en étant enfant, de manquer d'argent? Sentiment d'être pauvre ou pas? Vous aviez des parents qui ont tout fait pour ne pas vous faire sentir? Moi, on l'a peut-être eu de temps en temps, ça nous est sûrement arrivé. Il nous est arrivé qu'on mit du papier bleu devant la porte parce que les huissiers allaient enlever les meubles. C'était la honte surtout qui nous embêtait. Mais mon père s'est toujours arrangé pour que je puisse déchirer le papier et qu'on puisse payer tout de suite d'une manière ou d'une autre pour garder les meubles. C'est cette honte qui est restée en vous, c'est ça? La honte de l'huissier de ne pas pouvoir payer, c'est cette image que vous avez gardée? La honte d'être malhonnête, et c'est pas de la malhonnêteté, on ne l'avait pas. On ne pouvait pas. Mais et je pense, c'est la raison pour laquelle je suis si proche des gens à qui ça arrive aujourd'hui. Je l'ai connu. Quand on parle des banlieues, les portes de Paris, c'était la banlieue, bon, on l'a repoussé. Vous en avez fait une très belle chanson, j'ai connu. Souvent, je dis, j'ai connu parce que c'est vrai.
On a manqué de tout, mais on a fini par tout avoir. Moi, bon, on sait bien que j'ai eu des moments de folie dans ma vie. Je m'achetais une Rolls, j'étais heureux. Je voulais vous en parler, voilà. Mais me promener, de dire au chauffeur, j'avais un chauffeur de Rolls, un Anglais, avec un parfait accent et une parfaite tenue de chauffeur de Rolls. Quand je disais, William, vous avez emmené mon père à tel endroit, j'étais ravi. Et mon père était ravi de le faire aussi. Ça, c'était une revanche, parce que toute votre histoire, moi, je la lis aussi. Joie, non, pas de, il ne faut jamais dire revanche. Alors, joie. Mais vous savez que les jeunes gens de banlieue, c'est ce qu'ils font. Dès qu'ils ont de l'argent, il leur faut un toit pour la famille. Ils ont vécu dans 20 mètres carrés, 15 mètres carrés. Normal. Il leur faut un toit, j'ai remarqué. Ils achètent immédiatement quelque chose. En tout cas, ils se sentent tranquilles d'avoir mis les parents dans un endroit sûr. À partir de là, ils font parfois quelques folies, mais enfin, c'est une petite minorité. Et vous, cette folie des grandeurs, à un moment donné, de rouler en limousine, d'avoir un chauffeur... Oui, des chevaux, et puis avoir un sulky, et traverser le village tout près de Paris, avec mon petit cheval qui trottinait. Oui, je me faisais très plaisir. Je continue à me faire plaisir. C'est ce que je voulais vous demander, toujours. Lorsque j'ai fini de gagner ma soirée, quelque part, je dis à ma femme, je vais aller dépenser de l'argent. Parce que j'ai gagné de l'argent, il faut que ça roule pour moi. Cet argent doit rouler. Jamais il me serait venu à l'idée de thésauriser au point vraiment de gratter et de ne rien m'acheter. Je m'achète tout ce que je veux et je ne refuse rien aux miens. Alors, justement, dans tout cela, c'est quand même une façon de faire, j'allais dire, un pied de nez quand même à l'enfance. À un moment donné, cette superbe réussite. C'est un pied de nez, à défaut de revanche, puisque vous n'aimez pas le mot. Je suis pas d'accord avec vous. C'est perpétuer son enfance. Ça n'est pas un pied de nez, c'est le contraire. Moi, je suis resté un enfant. Je crois qu'il faut garder et le regard et le vocabulaire de l'enfance aussi longtemps qu'on pourrait le faire. Et moi, je l'ai gardé. Je vois les choses avec les yeux de l'enfant. Quand je vais acheter quelque chose qui ne me servira strictement en rien, qui va rentrer dans un placard au bout de 2 jours parce que j'en serai fatigué, c'est l'enfant. C'est Noël tous les jours. Alors, comment on arrive à écrire de si belles chansons? Comment on arrive à maîtriser cette langue quand on quitte l'école à 10 ans et demi et qu'on est autodidacte, justement? Il y a le besoin de se réaliser. C'est important, le besoin de se réaliser. J'avais pas envie de devenir un petit tailleur arménien. Pas envie de devenir non plus un épicier arménien. Ce sont des métiers nobles. C'est pas ça la question. Mais moi, j'en avais pas envie. Puis ça ne m'allait pas. Et tout de suite, vous avez ressenti qu'il fallait, que vous alliez chanter, que vous alliez devenir artiste, comédien, puisque comédien. Comédien, hein. La chanson, je connaissais pas. Ouais. Mon père était chanteur, mais c'était pas mon monde, la chanson, pas du tout même. L'écriture, pas du tout. C'était simplement, moi je voulais être comédien, eh bien j'ai raté. J'ai fait autre chose. Vous estimez avoir raté, Charles? Vous voyez, j'ai raté ma vocation de comédien. J'ai réussi dans autre chose. Vous avez réussi dans quelques jolis films, quand même. Oui, mais ça, c'est parce que lorsque j'en ai fait un où on a trouvé que je jouais la comédie bien, on a dit « Ah, pour un chanteur, il est pas mal », on ne savait pas que c'était le but que j'avais dans la vie d'être comédien. En revanche, j'ai lu le théâtre. J'ai lu tout Molière, tout Corneille, tout Racine. C'est comme ça que vous avez appris aussi les mots. Tout Shakespeare, tout Sacha Guitry. Mais vous ne pouvez pas savoir, j'ai une bibliothèque énorme. Les gens qui viennent là où j'ai ma bibliothèque sont étonnés, ils me disent « Vous avez lu tout ça ?» Je dis « Ce que je n'ai pas lu, en tout cas, je l'ai parcouru. » Mais elle est énorme, ma bibliothèque. Et je continue à apprendre. Je ne passe pas une nuit, je me couche le soir, pas un soir où je n'apprends pas quelque chose. Et à quel moment vous vous êtes dit « Bon, ma voix, j'y crois. Je peux faire carrière avec cette voix éraillée », c'est ce que d'ailleurs rappelait votre producteur, Lévon Saillant. J'y ai toujours cru. Toujours? Toujours. Je n'étais pas sûr de faire une carrière. Oui. J'ai toujours cru que la voix n'avait pas une importance tellement importante dans le genre de chanson que je voulais chanter. Mais qui vous a donné confiance? Parce qu'on entendait tout à l'heure, c'était joli, d'ailleurs, Salvatore Adamo dire « Moi, je me suis appuyé sur Charles Aznavour pour dire à mon père, regarde, on peut faire une carrière même avec une voix difficile, on va dire. » Mais oui, puis... non académique. Et puis, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas grands qui pouvaient faire des carrières. Ça, c'est le physique, oui. Tout ce qui est physique, ça ne veut rien dire. Et le canon de la beauté a changé.
Et vous ne vous aimiez pas? Je vais vous dire la vérité. Je pense que je ne suis pas le seul et qu'on dise ce tout qu'on le monde veut me après, trouve magnifique. qu'on raconte n'importe quoi. Oui. Mais je vous dirais, il y a des fois je me regarde dans le miroir et je dis, tiens, aujourd'hui je suis pas mal. Pourquoi pas? Ah bah oui, j'espère bien que vous vous dites cela. Non, mais je dis ça et je me dis, on devrait tous se le dire. Il y a beaucoup d'autres choses qui remplacent la beauté. Mais est-ce que vous avez été complexé dans votre jeunesse, j'entends? J'ai dû être complexé 48 heures parce que j'étais pas grand. Mais par exemple, quand je me suis fait opérer du nez, vous savez bien que je parle toujours de ce qui m'est arrivé. J'avais oublié. Oui. Je le trouvais très bien, mon nez. Je le trouvais non seulement bien, mais en plus, ça m'aidait beaucoup. Quand je passais dans un couloir pas très épais, où il y avait une jolie dame qui devait passer, je lui faisais « Je vous en prie ». Vous ne manquez pas d'humour. Ça la faisait sourire, et souvent, ça aidait beaucoup pour aller plus loin. N'est-ce pas? Oui, parce que c'est vrai que j'ai entendu que vous étiez tombeur et séducteur. C'est Fred Mella qui le disait, on y reviendra. Quand j'étais jeune. Et donc, ce nez, vous y étiez donc habitué? Mais oui, pourquoi vous l'avez... Je ne sais pas pourquoi une amie de Piaf à New York a dit « Ton blaze, là, tu devrais l'opérer. » Comme ça. Et Piaf a dit « Ah oui, tu devrais le faire. » Et c'est pour faire plaisir à Edith que j'étais me faire opérer du nez. Mais je ne l'ai pas fait pour moi, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais peut-être encore aujourd'hui. Et vous avez bien vécu avec ce changement de visage? Ça a perturbé peut-être les autres, mais pas moi. Pas vous. Mais alors, Charles, ça n'a absolument pas eu d'incidence sur votre carrière? Si. Ah si? À l'époque, chanter des chansons d'amour avec un nez comme ça, c'était pas possible. Et à partir de ce moment-là, avec le nez, car il était un peu en trompette, parce que là, il est retombé après l'opération. Mais ça faisait plus parisien. Grand séducteur devant l'éternel, Charles? Je crois que j'étais grand séduit. Ma timidité ne me permettait pas d'être le séducteur qui attaque. Mais la timidité attirait. Ça attire les femmes, parce qu'elles sont prêtes à vous protéger. Oui, alors, j'étais... Beaucoup d'hommes vous écoutaient. On pouvait me protéger, et j'avais nullement besoin d'être protégé. Vous vous sentiez suffisamment fort à cette époque-là? Je ne me souviens pas vraiment bien, mais enfin oui. Alors, Charles, vous vous sentez bien dans le rôle de patriarche? Je vais aller très loin là-dedans. Mon père et ma mère sont arrivés seuls. Mon père n'était pas un rescapé, puisque lui, il était de Géorgie. Ma mère est une rescapée du génocide. Arménien. Il ne restait personne de sa famille. Ils ont fait 2 enfants. Et moi, ce que je voulais, c'était, là, quand on parle de pied de nez, c'est un pied de nez à ce destin stupide qui a fait que, en principe, la race arménienne aurait dû être totalement décimée. En formant une famille importante, je refonde la petite Arménie, même si elle est dans le monde, comme ça n'a pas d'importance, même si jamais nous nous retournerons vivre là-bas, mes parents n'y vivaient pas, je n'y vivrai pas, mais garder notre arménité est une chose importante. On verra tout à l'heure un reportage sur l'Arménie, mais tout de suite, je voudrais revenir justement à votre épouse, à Annie Cordy, ce que dit Annie Cordy aussi de votre épouse. Je vous parlerai plus facilement d'Annie Cordy que de mon épouse, hein, parce que d'abord, elle n'aime pas ça du tout. Donc, on n'en parle pas. Mais c'est vraiment votre havre de paix, c'est ça que je voulais dire. Bah, oui, c'est mon rocher de Gibraltar même, hein, c'est du solide. C'est formidable de pouvoir, dans notre métier, avoir une vie solide, parce qu'on est volage dans notre métier. Et puis, on est en but aux plus jolies femmes du monde. Dieu merci, j'en ai trouvé une que je peux mettre dans le groupe des jolies femmes du monde, que je garde. Mais qui reste à la maison, en retrait. Non, elle ne reste pas à la maison en retrait. Elle fait ce qu'elle veut. C'est notre manière d'avoir de la liberté, c'est ça. C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle veut, je fais ce que je veux, mais nous ne faisons rien de mal, c'est ça la vérité. Est-ce que vous auriez pu vivre avec une artiste? Non. Je n'aurais pas pu. Quoi qu'il arrive, il y a une compétition. C'est sûr. Il y en a toujours un qui réussit plus que l'autre. Les couples tiennent rarement, sauf ceux qui font du théâtre ensemble. C'est vrai que votre épouse, lorsque vous composez un morceau de musique... Parce que je tape, moi, quand je joue. Vous dites, moi, je ne joue pas du piano. Du bruit. Je ne joue pas du piano légèrement. Hein. Oui. Je fais partie des tapeurs. Dans le temps, on appelait ça des tapeurs. Parce que je suis... Bon, voilà. Mais c'est génial, parce que c'est vrai que ça remet les choses à leur place. C'est une façon de garder les pieds sur terre, c'est ce que dit Annie Cordy. Et mon épouse, elle aime les silences. Alors, avec moi, elle est mal partie.
Bah, ça fait 44 ans que ça dure, c'est vrai. C'est juste mal parti. Oui. Mais moi, je ne voulais pas me marier une troisième fois. Je trouvais que bon, j'avais fait assez de bêtises, qu'il fallait que je sois sérieux. Ben, finalement j'ai pensé, avec l'aide de mon épouse, qu'on pouvait être sérieux en étant marié aussi. Et le fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Et quel genre de père, Charles, vous êtes? Est-ce que je suis un père? Dans notre métier, c'est difficile à dire. Le père, habituellement, c'est celui qui aide ses enfants dans les études, dans beaucoup de choses. Moi, je ne pouvais pas le faire, j'en avais pas fait. Je n'étais pas en mesure de leur expliquer quoi que ce soit. Alors, j'étais... Je ne sais pas ce que je suis. Je suis le patriarche de la maison, quoi, voilà. Mais c'est difficile à dire, le père. Un artiste est difficilement un père. Ou alors, il faut qu'il abandonne à peu près tout pour l'être. C'est pour ça que c'est important d'avoir une épouse qui est à la maison. On n'est pas prêt à abandonner tout pour la famille. Si l'épouse n'a pas la force de tenir cette espèce de monument qu'on appelle la famille, c'est perdu à l'avance. Et bâtir, c'est aussi ce que vous avez voulu, d'une certaine manière, faire aussi en Arménie. Rebâtir. En Arménie, pour rebâtir, nous avons pensé avec Evan Sayan, ce qui était le plus important, c'était de rebâtir les enfants. Les enfants sont le futur du pays. Je reçois beaucoup de lettres de gens qui me demandent est-ce qu'on ne pourrait pas adopter des orphelins? Nous ne laissons pas partir des orphelins. Les orphelins sont adoptés par les gens du pays, car c'est la force vive du pays qu'on sortirait. C'est pas que l'on ne veut pas. Bien sûr que ça leur ferait du bien d'être adoptés par des gens riches à droite et à gauche, mais il vaut mieux qu'ils soient adoptés par des gens pauvres dans leur pays que des gens riches ailleurs. Donc on a décidé de nous préoccuper, Lévon et moi, des orphelinats, des écoles. Ça représente un travail énorme et c'est très cher. Et n'oublions pas une chose, nous n'avons pas de téléthon. Nous n'avons pas de revenus dans nos associations. Tout ce que nous le faisons avec notre travail et sortant de notre poche. Je ne montre jamais mes émotions. Je n'aime pas. C'est toujours pareil. J'ai toujours peur que l'on pense que c'est joué. Oh oui, mais il est comédien, il peut le faire. Et c'est vrai que je peux le faire. Et je ne veux pas. Au contraire, vous y pensez à cela. C'est beaucoup plus difficile à cacher qu'à montrer. C'est vrai. Mais en le montrant, il y a un côté ambigu. Je ne veux pas franchir cette petite frontière. Donc pas d'apitoiement? Non, surtout pas. Jamais. Je peux le faire chez moi, seul. Mais je dis bien seul. Même pas avec mon épouse ou les enfants. En fait, quand je vous entends, vous parlez effectivement très facilement, vous dites tout, mais les grandes douleurs, les vraies douleurs, finalement, vous les gardez pour vous, elles passent dans les chansons, elles vont dans les chansons. C'est ça que vous faites. Ça ne regarde personne. Mais c'est ça qui transparaît dans la chanson. Dans les chansons, ça peut aider les gens. Parce que ce que le public se dit, ah, lui aussi, il a ressenti la même chose. Ah, il raconte ma vie. C'est ça, ça les aide. C'est d'ailleurs ce que disait Jean Cocteau, je crois, à votre égard. Il disait que vous aviez réussi à rendre le désespoir populaire. Oui, peut-être. Et peut-être même, au-delà de ça, à mettre de l'optimisme dans le désespoir. Il faut vivre d'une manière constructive. Moi, je suis un constructeur né. C'est vrai, mais ça se voit dans votre regard. J'aurais été un Romain qui construit. Oui, sûr, c'est sûr. J'adore tout ce qui se construit, tout ce qui se fait, tout ce qui arrive, toutes les nouveautés. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Éternel jeune homme. Dans la mesure du possible. Je ne refuse, je refuse rien. Vous dites, je pense à mes parents qui seraient contents de ce que j'ai fait. J'en rêve très souvent, toutes les semaines, de mes parents. Ils sont toujours vivants pour moi. Dans ma mémoire, bien sûr. Votre mère a connu le génocide arménien, enfin oui. Sa famille. Elle vous en parlait? Non. On n'en parlait pas beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup de pudeur, une part de honte. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait cette part de honte. Et puis, ils voulaient préserver les enfants. Alors, on ne nous en parlait pas. Que le génocide arménien ait été reconnu, maintenant, par la France. Oui, bravo et merci. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est la Turquie qui doit reconnaître. Parce que
Que les jeunes ne connaissent pas l'histoire, je le conçois parfaitement. Mais que les anciens n'en sachent rien, ça n'est pas vrai. Je pense que ce peuple qui parle toujours d'honneur, car la chose importante, c'est l'honneur. Nous buvons à la santé, les Juifs boivent à la vie, les Turcs boivent à l'honneur. Mais l'honneur serait de reconnaître. C'est ça que je dis. Le peuple turc n'est pas mon ennemi. Celui qui est mon ennemi, c'est celui qui veut nous faire taire de force. Celui-là est mon ennemi, pas les autres. Lorsque vous arrivez en Arménie et que vous êtes reçu comme presque un dieu vivant, c'est troublant, non? Je suis comme de l'eau, mais lui c'est au Japon. Là, vous avez besoin d'Annie Cordy ou d'Ula, votre épouse, pour dire « Charles, attention oui, oui. ». C'est là qu'elles sont utiles. Vous savez, je veux dire, à partir du moment où on me met sur un piédestal, oui. Moi, il faut que je détruise le piédestal. Je peux pas vivre là-haut. Mais en même temps, ça doit être quand même assez troublant et émouvant intérieurement de représenter cela pour l'Arménie. Et puis, je représente un peuple. Hein. C'est ce que je voulais vous dire, oui. Charles, est-ce que vous avez le sentiment qu'en avançant en âge, vous avez eu de plus en plus une prise de conscience sur ce qui se passe dans le monde, ou vous avez toujours été... Oui, non, j'ai pas toujours été. Concerné. Non, je crois que c'est avec l'âge qu'on apprend un nombre de choses. Ou on n'apprend rien, ou on apprend mille choses et on est concerné par ce qui se passe dans le monde, sur notre planète, dans notre pays, dans nos familles, dans notre entourage. Non, ce serait un mensonge de dire que là, toute ma vie, c'est pas vrai. Toute ma vie, j'ai pensé à autre chose. À quoi? À mon métier. C'est un métier qui est très prenant. Hein. J'ai pensé qu'à ça. Ça vous fait plaisir d'ailleurs quand les jeunes chantent vos chansons, se retrouvent dans vos chansons? J'aime bien quand ils les chantent et j'aime bien quand ils chantent autrement. J'aime bien qu'ils me bousculent. Est-ce que vous aimez votre âge, cet âge dit de la sagesse, ou est-ce qu'il vous insupporte? Je l'aime beaucoup. J'aurais préféré en avoir 42 mois, bien sûr. Ça, j'imagine. Qui ne dirait pas la même chose. Mais je me contente de ce que j'ai et j'essaie de faire le mieux possible avec ce que j'ai. Mais comment vous faites à 84 ans pour avoir cette pêche? Alors vous faites des tournées, des galas, même un quadragénaire ne suivrait pas le rythme que vous avez. J'aime la vie. Vivre, c'est ce que je préfère au monde. Je ne sais pas où on va, mais je sais une chose, je sais où je suis. J'aime la vie, mais j'aime la vie à un degré extraordinaire. Je suis toujours à l'affût de la dernière invention, quelle qu'elle soit, que ce soit une charrue nouvelle ou un gadget quelconque, mais je veux tout savoir, tout voir, tout connaître, tout comprendre. Mais vous pensez que c'est cette curiosité qui vous garde dans cette jeunesse incroyable? Je crois, oui. La vieillesse, elle court derrière moi. Hein. Elle me rattrape difficilement. Elle me rattrape, malheureusement, parce que je marche moins vite. Mais de toute manière, elle a du mal. Ça ne se voit pas beaucoup, c'est ce que j'ai dit. Et alors, il y a une chose, je refuse le mot vieillesse. Je ne suis pas vieux, je prends de l'âge. C'est pas du tout la même chose. C'est un calcul, c'est pas un état. Vous avez fait 2 fois d'ailleurs, je crois, vos adieux à la scène. Et vous revenez toujours. Je n'ai jamais fait d'adieu à la scène. La presse m'a fait dire des adieux sur la scène. C'est la presse. J'ai dit que je ne ferai plus de tournée et on a dit il part. C'est vrai, bon. C'est vrai, c'est toujours alors, la presse. leur mensonge, qu'ils se l'avalent. Mais moi, j'ai pas fait mes adieux à la scène. Et vous ne les ferez jamais, de toute façon, un Charles. jour, je partirai. Mais des adieux à la scène, non. Je travaille beaucoup moins. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je sais pas. Disons que je suis fier de moi. Allez, comme ça englobe tout. Oui, je suis fier de moi. J'ai fait mon métier comme il fallait le faire. Je ne vais pas me plaindre du bonhomme qui m'a promené dans la vie. Et je vois que d'ailleurs vous abhorrez vos différences d'insignes et médailles. Oui, je ne porte que ça, parce que sinon j'aurais l'air d'un général russe de l'armée de Stalingrad et ça serait pas bien. Mais c'est vrai que vous avez reçu toutes les médailles et ça aussi, c'est une... Ça, c'est pas pareil. La Légion d'honneur et le mérite, ce sont des décorations que je peux porter dans le monde entier. Ça prouve une chose, c'est que mon pays, par le touchement de mon gouvernement, a reconnu ce que j'apportais à mon pays. Alors là, je peux être fier de ça.
c'est mon Académie française, quoi. Vous auriez aimé d'ailleurs entrer à l'Académie française, être reconnu pour justement les textes J'aime tout. J'aime tout ce qu'on m'apporte. Qu'on m'a apporté tout très tard. N'oublions pas que j'ai été le dernier qui a reçu le prix du disque. J'ai attendu longtemps, j'en avais vendu des millions, et toujours les autres prenaient le début, moi je ne l'avais pas. Bon, le jour où je l'ai eu, je n'ai même pas été le chercher. Je vous le dis tout de suite, c'était trop tard, ça ne m'intéressait plus. Mais tout ce qu'on m'apporte, je le prends. C'est venu tard, j'en avais envie, je ne les ai pas eus. Ma plaisanterie préférée, c'était, on ne m'a pas donné la Légion d'honneur, mais on me l'apportera un jour sur un coussin de velours rouge, et je serai très heureux. Et bien ma plaisanterie, elle est là maintenant. Pour finir, Charles, qu'est-ce que vous avez envie de dire? La fin est une des choses les plus terribles. Pour finir quoi? Je ne finis jamais rien définitivement. J'ai des choses qui restent en plan comme ça, je les termine de temps en temps, mais je ne finis rien. Je ne finis pas l'écriture, je ne finis pas de chanter. Et la vie est faite comme ça, elle est faite comme ça. Et tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on pourrait imaginer, je ne veux même pas y penser. Merci Charles. Merci. De m'avoir accordé cet entretien, d'avoir fait ce voyage intime cette fois-ci. Oui, on n'a pas pu aller là où je ne veux pas aller, vous n'y avez pas été, je vous en remercie. C'est la moindre des choses. En tout cas, moi j'ai été très émue que vous soyez ici. Donc merci de votre confiance, Charles. Merci. Je ne sais pas prendre les compliments. Je ne suis pas le seul, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas les recevoir. Mais je suis très touché, merci. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.